Eh bien, à nous deux, Alexandre Lemeunier, puisque Melnik. c'est la traduction de son nom en russe qui est Melnik, c'est-à-dire l'homme qui moud du grain, le poète qui moud des mots. Finalement, le destin t'a trouvé le meilleur nom qui soit. Qui est Alexandre Melnik? Vous êtes né en Moldavie en 1961, donc âgé actuellement de 64 ans. N'étant pas moldave. N'étant pas, oui. Et vous êtes de quelle nationalité alors? Mes ancêtres sont nés en Ukraine et ils ont déménagé au début du XXe siècle en Moldavie. Voilà, et je suis né là-bas, donc étant d'origine ukrainienne, mais fort russifié, parce que en fait je ne parle pas ukrainien malheureusement et je ne lis pas, sauf que quelques expressions banales, etc. Donc je suis russe d'origine ukrainienne. D'accord. Vous avez fait vos études universitaires à Moscou, où vous avez décroché un diplôme à l'Institut de géodésie et de cartographie, géodésie maritime. Alors j'ai été voir dans le dictionnaire ce que signifie le mot géodésie, qui n'est pas courant dans mon vocabulaire. Et c'est une science qui détermine la forme et les dimensions de la Terre. Et donc, elle se compose d'études mathématiques, astronomiques et géophysiques. Plus court, la géodésie, c'est une science qui fournit les mesures nécessaires pour la cartographie. Ah d'accord, d'accord. Après cela, vous avez vécu 18 ans en Sibérie, plus exactement en Transbaïkalie, où vous vous êtes occupé de la cartographie du fond du lac Baïkal. Le fond du lac Baïkal, en fait, le lac Baïkal est le lac le plus profond, en tout cas d'eau douce, le plus profond au monde. C'est vrai, il y a une autre particularité. Sa surface est égale de la Belgique. Ah d'accord. À la chute du communisme, vous vous êtes lancé dans les affaires pendant quelques années. Et puis un jour, et je me souviens que je l'ai lu dans un de vos poèmes, vous avez, c'est peut-être que j'insiste sur le trait, peut-être le trait poétique, mais donc dans un de vos poèmes, j'ai lu que vous avez un jour ouvert l'Atlas, vous avez regardé les différents pays qui pourraient vous intéresser, et votre doigt s'est arrêté sur la Belgique. C'était à cause de la langue, parce que j'avais un projet scientifique, donc tout simplement, j'ai décidé de finaliser mes recherches scientifiques qui étaient arrêtées à cause de la chute de l'URSS, etc. Et j'ai trouvé une université, donc pour moi c'était la langue, parce que étant d'origine... Né en Moldavie, dans les écoles, on donne le français. Donc, j'ai déjà appris la langue du français. Donc, mon choix était un peu limité à c'était quoi, la Belgique, la France, la Suisse. Et j'ai trouvé un promoteur en Belgique. Je suis né avec ma femme qui est là, Oksana, et entre tout, c'est mon butin militaire de la Sibérie que j'ai pris. Ah oui, c'est là que vous l'avez rencontré, effectivement. Oui, c'est ça. Oui. Et comme ça, nous nous sommes installés à Louvain-la-Neuve. J'ai fait là-bas donc, DES en cartographie et télédétection, et là-bas, le doctorat, etc. Et donc, en 2000, vous vous installez à Liège. À 2000, c'est Louvain-la-Neuve, et 2002 à Liège. Et à Liège, vous avez tenu une petite librairie jusqu'à l'année dernière, rue du Parc. C'est exact. Et donc, comme vous l'avez expliqué, vous avez fait le nécessaire pour obtenir une équivalence de vos diplômes.
Ce n'était pas exigé. Quand j'avais travaillé, après avoir défendu la thèse, tout simplement, j'avais enseigné pendant 2 ans à un institut à Bruxelles. Et c'est cet institut qui m'a demandé l'équivalence. Mais pour le doctorat, non, il n'y avait pas de... Mais je fais l'équivalence aussi pour le travail. Voilà, j'avais travaillé... La géographie, 2 années de cours de géographie dans une école bruxelloise. C'est ça, oui. C'était ça a été facile? L'Institut de cinématographie et électro... J'ai déjà oublié. Et c'était facile parce que j'ai lu les élèves, pas du tout. Non, parce que j'ai lu certaines anecdotes. Bon, je vous expliquerai après. C'était pire que les Russes. Oui, on n'entre pas dans ce genre de débat aujourd'hui. donc, voilà les cours de géographie donc dans une école bruxelloise. Et puis nous allons aborder tout de suite l'œuvre de votre vie. L'œuvre de votre vie, c'est-à-dire vous êtes président de l'ASBL La Lyre émigrée. Depuis 2013, vous organisez chaque année le Festival mondial de poésie qui se tient entre Bruxelles, Liège et Paris. Une petite correction, c'est à partir de 2009. Ah d'accord. Eh bien voilà, une correction. Après, 2009. c'est la revue. Ah voilà, c'est pour ça que j'ai commis ce petit oubli. Et donc, auquel participent des gens venus du monde entier. Vous avez également créé les rencontres automnales qui se donnent ici chaque année en novembre sur le thème du face-à-face entre la poésie russe et la poésie belge. Vous êtes également invité à des journées poétiques un peu partout dans le monde, russophones en général, où vous défendez les intérêts de la lyre émigrée, et d'ailleurs vous revenez de Hongrie, oui. de Budapest. Il y a une dizaine de jours. Voilà. Voilà, le livre de là-bas. Vous dirigez et publiez une revue littéraire en ligne, russophone, et vous êtes presque tous les jours sur Facebook. Et si cela intéresse quelqu'un de voir ce qu'il écrit... Noblesse oblige. Donc, vous pouvez utiliser le traducteur qui vous permet de découvrir ce qu'il dit, ce qu'il pense mais ça, on va y venir plus tard. Donc, je crois que j'ai fait un bon résumé de votre parcours de Moldavie, Sibérie, Belgique et la lyre émigrée. Il ne faut surtout pas oublier que vous êtes un poète, avant tout. Vos poèmes sont publiés dans des anthologies de poésie un petit peu partout dans le monde, une bonne dizaine de pays. Vous êtes l'auteur de recueils de poésie en langue russe. Le premier, paru en 2010, s'intitule « L'escalier qui descend du ciel » et j'imagine que la géodésie fait un petit peu partie de vos réflexions poétiques. Les voyages, plutôt. La métamorphose en 2012, L'univers qui vit en moi en 2014, Poétalamus en 2018 et plusieurs livres de poésie. Alors nous allons venir à quelques questions. Où et à quel âge avez-vous commencé à écrire de la poésie? Et puis, comme sous-question, je vois que vos publications datent d'après votre arrivée en Belgique. N'avez-vous rien publié en Russie? En Russie, pratiquement non. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Et pour se publier quelque part en Sibérie, c'était un peu délicat aux années 90. Non. J'écrivais déjà, après avoir obtenu le diplôme universitaire, je publiais, bien sûr, mais pour la table. Pour le tiroir. Pour le tiroir. Voilà. Il y avait quelques pics de ma créativité et par hasard, chaque pic coïncidait avec mon mariage. D'accord. Voilà. Cela vous inspirait, donc, c'est ça? Beaucoup, voilà. Surtout le divorce.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Oui. vrai. Le divorce, ça motive plus. Parce que je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup des émotions. Mais en fait, quand j'ai raconté ma femme, Oksana, dont nous sommes ensemble depuis 30 ans, Ah, ah. voilà. Donc, c'est à l'inverse. C'est l'amour, c'est la vie, etc. Oui, oui. On le retrouve encore dans tous les poèmes Voilà. que vous Donc, publiez régulièrement, le je sentiment que suis vous devenu éprouvez. un poète normal, tout à fait. Oh, je n'oserais pas le dire. Alors, je voudrais souligner l'importance de la rime dans votre poésie. Vous écrivez dans un de vos recueils, vous parlez de syllabos Tonique. toniques rimés. Bon, d'accord. Et bon, donc on va dire ce sont des poèmes rimés. Souvent Mais traduits. structuré aussi, D'accord. rythme. Ah, d'accord, oui. Traduit souvent en vers par Valérie Dvonikov, puisque à ma gauche, je vous présente Valérie Dvonikov, qui est traducteur, entre autres, traducteur du français vers le russe, et qui a traduit de nombreux poèmes d'Alexandre. Moi, j'en ai traduit à une certaine époque également, mais la différence entre les traductions de Valérie et les miennes, c'est que moi, je collais au contenu des poèmes. Donc nous avions des longues discussions au téléphone. Et qu'est-ce que tu as voulu dire ici, et que veut dire ce mot-là, et pourquoi tu as mis... Enfin bon, bref, de longues discussions, alors que Valérie se laisse porter par son inspiration et il arrive à versifier en français aussi. Donc il y a deux formes de traduction dans ta poésie. Qu'est-ce que tu en penses de cette diversité? Valérie a beaucoup changé maintenant, oui, parce qu'il était très accroché de la rime, etc. Maintenant, il publie aussi les vers libres et surtout la traduction, parce qu'en fait, la traduction, c'est un fléau pour être traduit correctement. Ça, il faut réserver, il faut garder le sens, la mélodie, le rythme, c'est très, très, très difficile. C'est à cause de ça, je ne sais pas, 90% peut-être des traductions de la russe vers le français, c'est en libre, ce qui ne reflète pas ce que les poètes font. Voilà, ça c'est une tragédie parce que c'est beaucoup plus difficile, bien sûr, ça prend beaucoup de temps. Et Voilà. puis il y a la différence qu'il y a entre la langue russe et la langue française, une langue slave, une Aussi, langue latine, ça aussi. donc et puis les structures aussi de la langue Plus russe qui... vous essayez de rimer, plus vous perdez le sens. Il y a le risque, Et on va le c'est risque. le risque. Donc c'est un art de traduction. Oui, 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 oui. Valérie, je peux te demander de lire une traduction. En fait, c'est moi qui ai fait cette traduction, si tu permets. Donc, je lui demande de lire parce que il a une voix qui porte beaucoup plus que la mienne. J'ai sélectionné quelques poèmes, non? On n'aura pas le temps parce qu'on a parlé de la lyre émigrée. Ok. Alors, comment les poires tombent sur les toits? Petite introduction. En fait, c'est une nostalgie de la Moldavie où je suis né et j'ai vécu 16 ans. Voilà. Et là, il y a la maison paternelle, le jardin, etc. Et voilà, la nostalgie, donc les prunes, les poires tombent, etc. C'est dans ce contexte. Dans les régions froides, la mémoire retient fort les souvenirs de la chaleur moldave. Dans ce là-bas où un chien tourne dans la cour, attaché au bout de sa chaîne. Le coq et ses poulettes dans leur enclos se racontent tout bas des histoires. La framboise, le jardin et la vigne prennent la maison en otage. Dans ce là-bas où, gamin rêveur, j'abandonnais les films de guerre pour lire toute la nuit sous mes draps, préférant le monde des livres à mon sommeil. Ma sœur a depuis longtemps refermé mon livre.
Et dans la cuisine d'été, maman prépare la pâte tandis que monte nous réveille le parfum du lard grillé. Mon rêve et la réalité s'entremêlent. Sur fond de vitres claires, mon père passe son ombre grise, une carafe de vin rouge à la main. Le maître des grappes enivrantes, Dionysos en personne, y était toujours ivre. À une époque, je faisais partie de sa suite, tremblant partout mon étui d'accordéon. Me rafraîchissant d'un verre de Fitiasca que je vidais d'une traite, j'enflammais de mes airs moldaves mes voisins moldaves enivrés. Par mon et par vos, toute ma vie s'en est allée et j'ai presque oublié comment on sèche sous l'apprenti les feuilles de tabac sur un fil, pourquoi le cerisier fleurit en mai et le lilas embaume le frais, et comment les poires tombent sur le toit et le soleil se lève pour moi. Le quotidien de mon pays ensoleillé, j'en sais un peu par les journaux. Ce n'est pas l'espace qui nous a séparés, mais une distance de 30 années-lumière. Plus dizaines d'années après. Il y a un petit peu de nostalgie dans ce poème, il y a un petit peu de tout, il y a des souvenirs, il y a la nostalgie de ce passé, il y a des images bien précises de votre enfance qui ne vous ont jamais quitté, et je trouve que c'est un poème qui résume beaucoup de choses du poète que vous êtes, Alexandre. Je voudrais passer maintenant, si vous voulez bien, à Alexandre le philosophe. J'ai toujours l'impression, quand je lis certains de vos poèmes, que vous êtes un philosophe. Et je vais vous demander à Valérie d'en lire un, avant ensuite de passer à un autre sujet. Est-ce que vos études universitaires, donc l'étude de l'espace, l'étude, la géodésie, finalement, est-ce que tout cela a influencé le regard que vous avez sur le monde, si petit quand on étudie l'espace, est-ce que cela a influencé votre regard de philosophe? Je ne sais pas, je ne dirais pas que je suis philosophe dans le sens figuré peut-être. Non, en fait, j'ai été toujours, je suis cosmopolite, peut-être. Voilà, ça c'est la source de ma philosophie. Donc, tous mes projets englobent toute la Terre. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité, la littérature, etc. Vous êtes un grand croyant, pratiquant. Oui, dans l'échange, dans l'échelle mondiale. Voilà. Et quand vous avez une vision mondiale, donc vous vous accentuez sur le bien, sur les choses qui unissent les gens au lieu de séparer. Voilà, c'est ma philosophie. En fait, il y a quelques points à souligner peut-être dans ma vision du monde, etc. Tout ce que je fais, donc c'est mon petit apport pour la poésie russophone. Voilà, il y a deux points qui m'intéressent le plus. C'est la consolidation, si on peut dire, les poètes russophones qui sont dispersés partout, ils sont très, très, très séparés entre eux, et deuxièmement, entre le diaspora et la Russie. Voilà, donc j'essaie de faire en sorte qu'il y ait plus de points communs, etc. Et deuxième chose, j'essaie de faire quelque chose pour l'intégration, si je peux dire, de la poésie russophone dans la poésie mondiale aussi. Internationale. Merci Alexandre. Eh bien, Valérie va nous lire un second poème. Traduction d'Isabelle également. Alors, il s'appelle Le Sablier. Dans la foule dont je ne suis qu'une part infime, plus fragile qu'un seul de vos cheveux,
Je sens sous moi en train de s'écouler, soudain, comme du sable sous mes pieds. Foin des chansons et de leurs mots factices. Celui qui tombe, peut-il reprendre tout à zéro? Son heure venue, la lune quittera l'arbitre, et même la terre roulera au fond du trou. Et tandis que je poursuis ma vie friable, le long d'une fine ligne sans me retourner, je crie, mais n'y a-t-il donc personne ici pour renverser d'une main mon sablier? Merci, merci Valérie. En plus d'être poète, philosophe, Alexandre est également un prosateur, ou peut-être diriez-vous novelliste? Oui, plutôt novelliste, bien que j'ai publié quelques romans aussi. Ah, là, je n'étais pas au courant. Et, Mais novelliste, donc, la vie passe. eh oui. Donc, pour parler d'Alexandre Binnik, novelliste, je me réfère à deux livres. Le premier qui est en russe, exclusivement, Байки из книжной лавки, et Байки, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. C'est des anecdotes de la vie. Etc. Voilà, les anecdotes de votre librairie. Et c'est très croustillant, c'est très intéressant, on en reparlera. Et celui-ci... En fait, la particularité de ce livre, c'est que rien n'était inventé. Tout simplement, les scènes décrivent ce que j'ai vécu dans la librairie. Voilà. Oui, oui. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup. Et celui-ci, qui est Mémoire d'un Belge russe. Alors, justement, pour en revenir à ce que vous disiez à propos de vos observations dans votre librairie, de ces nouvelles que vous avez écrites en écoutant, en remarquant les comportements de vos clients fidèles de tous âges. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur les Belges de Liège? On ne va pas entrer dans le sujet des Belges de Bruxelles, parce que certains textes sont parfois un petit peu caustiques, un petit peu humoristiques même. Et qu'est-ce que vous pourriez dire? Attention. Ça fait combien d'années? Nous entrons dans une zone délicate parce qu'il y a les gens différents. Mais en fait, il y avait librairie comme les autres. Et à la fin, donc, je suis devenu plutôt le point de colis à côté de la librairie. Oui. Ça, c'est à part. Donc, chaque jour, où est mon colis? J'ai reçu un message. Non, il n'est pas arrivé. Vous cachez mon colis, etc., et les commentaires sur Facebook? Sur le site. Voilà. Il y a les Belges en général, et il y a les clients de la librairie du parc. De colis. Ah, d'accord. Non, en fait, les Belges et les Russes, les Ukrainiens sont les mêmes. Donc, on met à part la politique, etc. Mais en fait, toutes les notions sont bonnes. Ce n'est pas les notions qui sont mauvaises ou bonnes, c'est les gens qui sont méchants ou bons, etc. Donc, il y en a chez les Russes, chez les Belges, etc. Il y a les bons, il y a les méchants, etc. Donc, je ne peux pas stigmatiser. Non, mais ce n'était pas ma demande non plus. Etc. Mais je crois qu'il y avait des cas très amusants. Quoi. Non, les gens sont très d'abord corrects, plus corrects que les Russes. Les Russes, peut-être, l'histoire n'est pas si long, quoi. Après la chute de l'Union soviétique, c'était quoi? C'est 30 ans, 40 ans, donc il faut le temps. Donc les Russes sont plus rudes, plus moins polis, ou comment, il n'y a pas de ces politesses, etc. Mais c'est les nuances. Quand vous parlez avec les gens ordinaires, voilà, c'est la même. C'est pas une comparaison avec les Belges et avec les Chinois, par exemple. Ça, c'est une notion différente. Tandis que nous sommes Européens, en fait.
Ce qui nous sépare, donc, c'est un tabou pour cette rencontre. Voilà. Voilà. Bon, je pensais, mais je vois le temps qui tout doucement qui avance. Je ne vais pas vous proposer la lecture d'une nouvelle. Peut-être que j'en avais choisi une que je trouvais assez drôle. C'est une jeune fille qui rentre dans votre librairie en coup de vent. C'est une librairie, hein, je vous le rappelle, et qui lui dit « Est-ce que vous avez un préservatif ?» Et il y avait une autre cliente dans le même magasin d'un certain âge, très BCBG, qui a fait des grands yeux, qui est resté estomaqué, et lui, très digne, très poli, lui a répondu « Si vous achetez le magazine aussi », parce que je ne sais pas quel était le magazine, Le Flair, qui proposait à l'époque. un cadeau, le préservatif. Donc, elle a acheté le préservatif, toute contente. Elle a filé vers le parc qui se trouve de l'autre côté de la rue, et la dame en est restée sans voix. Et il raconte ça de manière très, très savoureuse. Et j'ai une traduction ici, dans ce livre-ci. Donc, pour vous dire qu'il croque vraiment des situations très plaisantes, courtes et réelles, fondées sur la réalité. On va très vite passer maintenant au Festival mondial de poésie La Lyre émigrée, qui se tiendra au mois d'août de cette année-ci, en fait du 13 au 18 août. Alors je ne sais pas à quel moment notre présidente va me dire « Isabelle, le temps s'écoule comme un sablier », mais je peux vous dire que ceux qui sont intéressés par l'événement, ils auront jusqu'à la fin de cette semaine-ci de proposer leur candidature en tant que poète, avec des textes de votre choix. Mais là, on va en parler plus en détail. Donc, jusqu'à la fin de cette semaine-ci, vous pouvez envisager Pour rentrer un recueil comme ça. Voilà, d'avoir 3 de vos textes traduits en langue russe dans un recueil. Donc, on va commencer par... Pouvez-vous un petit peu développer ce qui se passe entre le 13 et le 18 août? Très court, Sacha, très court. En fait, chaque festival, La Lyre émigrée, au début c'était russophone, maintenant, comme j'ai dit, donc on essaie d'intégrer la poésie russophone vers la poésie internationale. Donc il y a les événements. Le festival se passe pendant une semaine, ça commence à Bruxelles. Si ma mémoire est bonne, ça sera le 13 août, oui. La lecture dans le parc de Bruxelles, le parc royal. Voilà, tout simplement la lecture en toutes langues confondues. Après, à Liège, au Grand Cursius, il y avait une ouverture du festival, une soirée poétique musicale, etc. Après, les événements différents, etc., y compris cette soirée devenue emblématique, c'est une soirée de la poésie multilingue, la constellation de la lyre, le jeu de mots, la lyre, comme un instrument, la poésie. Et ça, c'est très intéressant parce que les participants lisent leurs poèmes en leur langue natale, mais chaque poème est traduit en russe et en français si le poète n'est pas francophone. Voilà, ça, j'invite chacun qui est intéressé, donc vous trouverez mes coordonnées chez Isabelle. Oui, ou bien à la fin de la réunion de la soirée. Et il y a des autres événements, mais le festival se termine chaque année à Paris avec une soirée aussi de poésie à Paris. Voilà, et tout le monde est bienvenu là-bas. Voilà. Donc une semaine, la folie poétique. D'accord. Et donc, c'est le 16 août, le samedi 16 août, qu'il y aura la soirée spéciale multilingue, donc pour ceux qui ont participé à la constellation de la lyre. Alors, pour vous donner un peu plus d'explications concernant cette revue et cette soirée, l'an dernier, donc en 2024,
la revue a quand même rassemblé les poèmes de 26 poètes différents, en 13 langues différentes aussi, donc bien sûr en français, anglais, arabe, biélorusse, roumain, tchèque, hongrois, ukrainien et russe. Donc tout le monde est le bienvenu. Et comme Alexandre vient d'expliquer, chaque poème est traduit en langue russe et publié également en russe. Alors ceux qui sont intéressés par cette aventure, par cette expérience de voir leur texte traduit en langue russe, ils peuvent y participer cette année-ci encore et envoyer 3 poèmes avant la fin de la semaine. Donc, par mail, à la fin de cette soirée, vous allez peut-être demander à Alexandre Mednik son adresse mail et lui envoyer vos poèmes. Donc, 3 poèmes. Le thème, c'est le déplacement, comme on a dit, c'est-à-dire, mais c'est vaste comme sujet. Ça peut être le mouvement, la migration, le voyage, le déracinement aussi, bien sûr, le mélange des cultures. Donc, vraiment, très vaste thème. Bien sûr, pas d'obligation de rime, hein. Chacun écrit selon son cœur. Et pour les conditions financières, elles sont très simples. Bien sûr, j'imagine. Voilà, c'est ça. J'imagine que chacun souhaitera acquérir son propre exemplaire du livre, de la constellation de la lyre, et disons que, en plus, on demande d'acheter un second livre, de payer un second livre pour le travail du traducteur, parce que le traducteur, évidemment, il va s'y mettre. Alors, en principe, les candidatures se clôturaient hier, mais j'en ai discuté avec Alexandre juste avant la réunion. Il accepte d'accepter de nouvelles propositions jusqu'à la fin de la semaine. Donc, et bien sûr, Valérie, tu le sais, tu risques d'avoir un peu de travail pendant ce week-end. J'ai également parlé des rencontres automnales qui se font ici en novembre. La revue est un petit peu différente en ce sens qu'il n'y a pas de traduction en langue russe, mais bien sûr tout le monde est invité à y participer et d'envoyer ses textes toujours sur le même thème. Il ne varie pas. Sur les réseaux, je crois que tu publies trimestriellement une revue aussi, hein, tu as montré celle-là. C'est ça, c'est une revue poétique La Lyre immigrée, trimestrielle, c'est russophone. Voilà. C'est devenu très, très, très populaire et connu dans le monde. Et je tiens à souligner le devise. La devise, le slogan. Le slogan, c'est comme ça, attendez, parce que c'est un russe. Donc, La Lyre immigrée, et surtout cette revue, c'est un avant-poste de la poésie contemporaine de la diaspora russophone, protégée par l'association du même nom. Et donc, vous êtes allé souvent à l'étranger pour défendre, pas pour défendre, mais pour parler de la lyre. Chaque année. Dans quel pays êtes-vous allé? Donc, en août, c'est le festival, et en général, c'est le printemps, parfois en été. Donc, je pars dans les autres pays, j'organise là-bas les soirées de poésie, les petits festivals, et aussi, pas uniquement, au début c'était russophone, maintenant c'est international, vraiment. La géographie de ce projet, c'est incroyable. Donc, pratiquement du nord au sud, c'est de la Finlande jusqu'à, je pense, l'Australie. Et à l'est, c'est de la Chine via l'Inde et toute l'Europe vers les États-Unis. Donc, il y a quelques dizaines de... Et le dernier, ce que vous avez déjà dit, c'était La Lyre émigrée en Budapest, le printemps de Danube. Voilà, c'était très, très, très intéressant, beaucoup
des Et vous gens- avez combien de membres comme ça avec qui vous communiquez par Internet Il n'y a pas des cartes de membres ou quoi. Il y a les gens qui sont impliqués. Ça, c'est les milliers. Mais quel chiffre? Des Les milliers? Oui, les milliers. Dans mon adresse, dans le carnet de mon adresse d'email, c'est des milliers rangés par pays. On va peut-être demander un dernier poème à Valérie. Oui. Oui. Ok, ben, nous allons on va Sinon, ils sont dedans. Donc vous pouvez Oui, les oui, lire. voilà. Vous pouvez, Bien sûr. Alexandre a apporté quelques exemplaires que vous pouvez consulter ou acquérir à la fin de la réunion. Merci pour votre attention. Merci.